et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Objectif Vert, votre magazine environnemental que vous aurez désormais l'habitude de suivre sur votre télévision haut de gamme, la CMBDJ. Au sommaire de ce nouveau numéro, une dizaine de chefs d'État et de gouvernements étaient réunis le 29 avril dernier à Brazzaville dans le cadre du premier sommet de la Commission du bassin du Congo. Et sachez que l'ONG Centre congolais des droits de développement durable avait organisé un atelier de formation à l'intention des activistes des droits de l'homme sur la sécurité numérique et digitale. Les détails de ces activités dans la rubrique Actualité environnementale. Et depuis quelques décennies aujourd'hui, la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa pose problème. Pour comprendre pourquoi les déchets qui arborent les grandes artères de la ville de Kinshasa sont évacués avec difficulté, votre magazine est allé à la rencontre de la régie d'assainissement de Kinshasa. C'est dans les dossiers du jour. Également dans ces numéros, Reporters volontaires pour la paix, une structure qui œuvre pour le développement dans les bassins du Congo, dénonce la spoliation de la concession symphonie naturelle, communément appelée Zambayandangi. C'est dans la rubrique Invité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Pour ce nouveau numéro d'Objectif Vert, votre magazine va s'appesantir sur la gestion des déchets. Mais que devons-nous comprendre par déchets? Suivez la réponse à cette question dans cet élément que nous propose Sandrine Fundi. Étymologiquement, les déchets viennent du mot déchoir du latin cadere qui signifie tombe. Selon la loi cadre du 15 juillet 1975, est appelé déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produits et généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destiné à l'abandon. D'autres variantes existent. À la notion de déchet peut être abordée de façon économique, sociale, en fonction de sa nature chimique. Du point de vue économique, un déchet est un bien qui n'a a priori qu'aucune valeur marchande. Sociologiquement, le déchet est le témoin d'une culture et de ses valeurs. La ville de Kinshasa est depuis quelques années maintenant confrontée à des problèmes cruciaux d'évacuation des déchets et des immondices. Et cela s'est empiré malheureusement avec le départ ou la fin du projet Paro qui était financé par l'Union européenne. On assiste désormais à l'accumulation des déchets dans plusieurs grandes artères de la ville. Face à cette situation, votre magazine Objectif Vert est allé à la rencontre de la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa afin de trouver une explication et une réponse à cette situation. Suivez. La régie d'assainissement de Kinshasa, autrefois régie d'assainissement et travaux publics de Kinshasa, est une structure créée par l'hôtel de ville à qui incombe la responsabilité d'assainir l'ensemble de la ville de Kinshasa. Elle se charge de l'évacuation des déchets tant ménagers que publics, mais aussi du nettoiement de l'espace public. La RASKIN, qui chapeaute une équipe de jeunes personnes talentueuses, est sous tutelle du ministère de l'Environnement. La RASKIN est, on va dire, la mutation de la RATPK, la Régie d'assainissement et travaux publics. Et le gouverneur, dans le souci justement d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, a décidé de muter. En mutant, il y a eu des changements, il y a eu, on va dire, une nouvelle classe de direction. Nous avons un DG, un nouveau DG qui s'appelle Anderson Wantoto, qui est un professeur d'université. Nous avons une DGA qui s'appelle Tumba. Les professeurs d'université experts en chimie, en énergie renouvelable, en biologie à l'université de Kinshasa. Vous avez un DTE qui a ses qualités, ses compétences, qui n'est pas professeur mais qui a une maîtrise en gestion de l'énergie renouvelable. Vous avez une DAF qui est très compétente, qui enseigne une banque, un directeur de contrôle qui est un expert qui a travaillé dans plusieurs ministères sur le plan sécuritaire, un directeur de planification qui est un ancien de la RATPK, 7 ans d'expérience. Donc le gouverneur, en prenant son temps pour donner un nouvel élan à cette régie, a voulu justement faire parler le savoir.
écoutez, la tâche d'assainissement d'une ville capitale n'est pas facile. Et vous êtes justement sans ignorer que l'Union européenne est venue en appui au gouvernement de la République avec un projet qui était périodique, qui était censé durer tout au plus 7 années, et durant lequel la gestion de 5 communes au départ, et puis on va dire 6 à 7 si on extrapole, 9 communes, pardon, était confiée à une structure organisée pour le projet. Et l'évacuation des déchets se faisait dans ce rayon d'activité-là. Et donc cela a énormément soulagé la ville, il faut le reconnaître, puisque les communes les plus peuplées étaient prises en charge. Et donc l'assainissement ou l'enlèvement d'ordures, pour ne parler que de ça, ne se fait pas autant que cela se fait aujourd'hui. Le projet était donc préfinancé, avait un fonds, avait un budget établi, à mon humble avis négocié au niveau du pouvoir central, et voilà, tout marchait comme sur les roulettes. Et je crois que la difficulté, elle est partagée, d'autant que la ville de Kinshasa est une ville vaste. Et une fois qu'un projet de telle envergure prend fin, c'est assez complexe et assez logique de constater que les difficultés se font sentir, puisque la base de l'assainissement sur tous les cieux, c'est d'abord le financement. On ne sait pas évacuer les déchets. Pour ne parler que de cette portion d'assainissement, c'est-à-dire l'enlèvement d'ordures, on ne sait pas faire le transport d'ordures sans pour autant avoir un budget qui est efficace et suffisant. Et je vous dis, dans les villes les mieux organisées, l'enlèvement d'ordures ménagères est essentiellement pris en charge par le pouvoir central au travers des subventions qui vont jusqu'à hauteur de 80% dans certaines villes, dans certaines capitales. Et je crois qu'à un certain moment, pour pérenniser le projet par bien arriver à un terme, le gouvernement central a eu la bonne initiative de tenir des échanges avec le pouvoir provincial pour arriver à des formules de gestion communes, des financements communs. C'est ce qui a permis de tenir, en fait, il faut le dire, pendant 2 bonnes années, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, à faire le mieux que l'on peut, et à trouver les voies et moyens. Et le chef de l'État, qui est l'autorité suprême, n'a cessé de mettre des efforts pour venir même intervenir directement dans l'assainissement de la ville. Donc vous voyez que dès lors que les difficultés se sont fait sentir, c'était l'implication totale de toutes les parties prenantes pour qu'on arrive quand même à un résultat. Il faut que nous le disions, c'est vrai que les difficultés sont là, mais si la ville et l'État ne faisaient rien, je crois que cette ville deviendrait un fourre-tout. Je crois que les efforts sont peut-être pas autant que l'on devrait les voir, mais les efforts sont là pour assembler les fonds nécessaires qui sont destinés à l'assainissement. Le gouvernement provincial a eu la bonne initiative de créer ce qu'on appelle le FONAP, le fonds d'assainissement, qui est un fonds qui a pour mission primaire de capitaliser les subventions, les recettes et les financements internes comme externes liés aux travaux d'assainissement. Pour une ville de Kinshasa, le charroi doit être conséquent. Et le charroi, en termes d'assainissement, est une clé. Vous verrez ailleurs que des camions spécialisés sont utilisés comme des camions compresseurs, des camions, des double arm lifters, c'est le type de camion qu'on appelle ici communément ampli-roll. Vous voyez, j'ai été en Mozambique où j'ai vu par exemple que là-bas ce sont des camions à roro-conteneurs qui sont utilisés, c'est carrément des gros conteneurs qui sont mis sur la voie publique, et c'est des camions qu'on appelle des roro-conteneurs camions qui viennent soulever les gros conteneurs. C'est justement par rapport au volume de déchets. L'Union européenne est venue avec un modèle, mais partout au monde il existe plusieurs modèles, et les modèles d'assainissement sont conçus justement suivant les conditions et les difficultés de la ville. Donc la ville aujourd'hui comprend que nous avons une production de déchets qui avoisine les 9000 tonnes jour. Il est important
d'avoir un arsenal, un charroi qui est assez bien équipé et qui est assez vaste. Et le gouvernement provincial continue à fournir beaucoup d'efforts pour croître, augmenter la capacité de la ville. Je crois que d'ici la fin de l'année, nous atteindrons facilement les 80 camions avec l'allure des acquisitions. Je ne suis pas très fan des stations de transfert qui existent et qui ont été conçues par l'Union européenne, tout simplement parce que la convivialité de celle-ci avec l'environnement ne plaît pas. Il y a des coins où je pourrais indiquer comme les espaces autour de Royal et tout, où j'estime personnellement qu'on aurait dû faire autre chose, on aurait dû proposer autre système d'assainissement que celui-là. Mais puisque c'est ce que nous avons aujourd'hui, nous avons le devoir de maintenir cela et d'améliorer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ces temps-ci. Pour les stations de transfert existantes, nous sommes en train d'essayer d'améliorer ce qui n'avait pas été pris en compte au niveau du projet de l'Union européenne. Par exemple, l'aspect sécurité. Les stations de transfert avant n'avaient pas de porte, de grille. Donc on ne savait pas réellement dire quand est-ce qu'elle est ouverte, quand est-ce qu'elle est fermée, et peu importe qui pouvait y pénétrer pour déverser. Et les déchets sont des substances dangereuses. On ne peut pas les laisser à ciel ouvert comme ça. Donc nous sommes en train d'améliorer en ajoutant les portes dans les stations pour permettre une meilleure sécurisation de celles-ci. Vous verrez même dans certains quartiers comme à Matongue, à Djolou ou à Willery, où nous allons éviter carrément la clôture, la construction en dur, et nous allons placer des structures végétales pour donner un aspect environnemental. Et si on enlever cette image qu'une station est un lieu sale, est un lieu qui dérange, mais plutôt que les stations servent d'embellissement des structures et voies publiques. Et ça, c'est des approches qui permettront de mieux gérer le système. Mais ça, c'est une station de transfert, tel que le mot le dit. C'est pour que les déchets arrivent et partent directement. Les stations de transit, c'est plus ou moins le même concept que les stations de transfert, mais là, c'est plus pour y stocker les déchets avant de les emmener sur un lieu final. Vous savez, la Raskin n'existe que depuis le mois de décembre. Nous sommes au mois d'avril, nous n'avons que 4 mois. Et en 4 mois, je vous donne un exemple. Je vous demande d'aller avec une caméra à l'école Khartoum, par exemple, à Ngiringiri, dans le quartier Khartoum. Allez vous renseigner. La station est mieux gérée. La population vit, en tout cas mieux qu'avant. Le travail n'est pas fini, mais c'est déjà mieux. Pouvait aller derrière le stade de Martyrs, il y avait des tas d'immondices, des tonnes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le terrain PLC a été vidé. Aujourd'hui, il y a même des kermesses, des fêtes, des funérailles qui se font. Et je peux vous citer beaucoup de décharges qui ont été maîtrisées à Sosasport, en Syrie, ainsi de suite. La Raskin avait comme première mission, c'est de maîtriser les stations. Nous n'avons peut-être pas les moyens de toutes les mettre en état, de donner Paris à Kinshasa aujourd'hui, mais nous devions déjà faire quelque chose. Avec les difficultés financières, les moyens des bords, nous avons su aujourd'hui, je peux vous garantir, maîtriser la situation. Et j'en profite pour dire à la population quinoise que si jamais vous pensez qu'il y a un espace, un coin, une artère qui n'est pas prise en compte, les portes de la Raskin, les numéros de la Raskin sont ouverts. Nous avons toute une cellule de réflexion scientifique qui tient ses réunions chaque vendredi à 15 h, où l'on reçoit les étudiants, les chercheurs, les professeurs, les personnes qui ont les idées justement pour améliorer l'assainissement de la ville. Et donc c'est tous ces efforts-là qui me permettent aujourd'hui de dire nous sommes sur un bon chemin, nous sommes vers la victoire, mais seul ça sera difficile. La Raskin seule ne pourra rien faire. Nous sommes une régie d'à peine 200 agents pour une ville de 15 millions d'habitants, avec un arsenal un charroi qui n'est pas assez important et des finances qui ne sont pas aussi non plus importantes. Donc il faut à la fois une augmentation en termes de capacité, une augmentation en termes de financement, accompagnée
des nouvelles méthodes, nouvelles façons de réfléchir. Et nous sommes en pleine élaboration de ce que nous appelons le plan provincial d'assainissement de Kinshasa. C'est un plan, c'est un document d'orientation stratégique pour une gestion commune conformément au nouveau futur plan d'aménagement de Kinshasa sur base du SOSAC et du reste. Donc, nous réfléchissons sur comment gérer la ville dans son entièreté en tenant compte de toutes les normes et toutes les difficultés pour qu'une fois les moyens suffisants, que nous proposions une solution qui ne soit pas, comment je peux dire, une solution qui ne soit pas courte, une solution qui soit durable, qui prenne en compte aujourd'hui les besoins et les problèmes d'aujourd'hui, mais aussi les besoins de demain. La concession Symphonie naturelle, mieux connue sous l'appellation Zamba-ya-Ndangui, une réserve importante en carbone et une concession située dans la commune de Mongafula, qui jouit du titre de forêt classée. Et malheureusement, cet espace est désormais le théâtre de coupes illégales de bois. Reporters sans frontières déplore cette pratique et dénonce justement la spoliation de cet espace, de cette concession. C'est dans la rubrique Invité. Mesdames et messieurs, votre magazine Objectif Vert reçoit pour vous aujourd'hui M. Adelin Bangou. Il est coordonnateur des reporters volontaires des paix dans le bassin du Congo. Avec lui, nous allons parler de la spoliation de l'espace Symphonie naturelle communément connu sous l'appellation des Zamba-ya-Ndangui. Monsieur Adelin, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu des reporters volontaires des paix dans le bassin du Congo. Parlez-nous un peu de votre structure. Les reporters volontaires de paix dans le bassin du Congo, c'est une structure de journalistes d'investigation. Les journalistes qui font des enquêtes approfondies dans tel ou tel sujet qui concerne le bassin du Congo. Vous n'allez pas oublier que le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon du monde, après l'Amazonie, qui doit sauver le monde face au réchauffement climatique. Et le bassin du Congo est composé de 6 pays. Les Congo démocratiques, notre chère patrie, le Congo-Brazzaville, le Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun. Alors nous, en tant que reporters volontaires de paix dans cette région, notre souci c'est de mener les investigations approfondies, des enquêtes mûries pour enfin publier ça devant l'opinion publique. Aussitôt que nous publions les résultats de nos enquêtes, nous assumons, nous gérons et nous acceptons toute revendication ou soit toute sollicitation en envie d'éclairer l'opinion publique sur notre bien fondé d'y exister dans le bassin du Congo. Justement, vous parlez d'environnement de paix. C'est justement dans ce cadre que vous venez pour parler de cette spoliation dont il est question aujourd'hui. Vous parlez de paix, vous parlez d'environnement aussi. Alors, parlez-nous un peu de cette concession Symphonie naturelle, mais mieux connue ici à Kinshasa sous l'appellation de Zamba-ya-Ndangui. Vous disiez tantôt qu'elle était spoliée. Parlez-nous un peu de cette concession et de cette spoliation justement. Zamba-ya-Ndangui, comme le nom l'indique, appartient à M. Innocent Ndangui Mpia. Qui est M. Innocent Ndangui Mpia? M. Innocent Ndangui Mpia, c'est le président, représentant légal de l'ASBEL Message de Graal au Congo. Ce Zamba-ya-Ndangui lui appartient depuis 1965 jusqu'à nos jours. Et ce Zamba-ya-Ndangui est reconnu officiellement par le ministère de l'Environnement. Il y a eu un arrêté que le ministre a signé. Et je cite, c'est le ministre Didas Pembe à son époque. Oui. Alors, Zamba-ya-Ndangui est reconnu comme forêt classée. Quand on parle de forêt classée, c'est-à-dire que ça devient maintenant un patrimoine dont M. Innocent Ndangui Mpia doit gérer conformément à la loi en vigueur sur la matière d'environnement et conservation de la nature. Donc cet espace-là est aujourd'hui considéré comme espace protégé? Oui, c'est protégé, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine qui est reconnu officiellement par l'État congolais. Et surtout que Zamba-ya-Ndangui se retrouve dans un pays qui est le berceau du bassin du Congo, donc nous avons droit et les obligations de faire beaucoup plus écho sur cette spoliation. Mais qui a spolié? Zamba-ya-Ndangui est spolié par M. Médard Palankoyi. Médard Palankoyi, c'est un avocat ici au barreau de Kinshasa. Médard Palankoyi est dissident, excommunié de Message de Graal. Médard Palankoyi est sans titre ni qualité, mais
on s'étonne qu'un monsieur comme Palankoy, sans titre ni qualité, commence et continue à expolier Zamba Ndangi aux vies et aux yeux de tous. Et c'est ça notre inquiétude. Mais depuis la spoliation, comment ça se passe là-bas dans la concession? Quelles sont les activités qui y sont menées justement contre l'environnement? Avant même d'y parler de la spoliation, Zamba Ndangi, c'est une forêt qui donne ou qui montre la fierté de la ville-province de Kinshasa. Zamba Ndangi non seulement, comme vous attendez, Zamba reste un espace vert, mais Zamba Ndangi est beaucoup plus aussi touristique. Pendant le week-end, vous trouverez les touristes, non seulement les Congolais, mais les expatriés, les gens qui viennent là-bas voir la beauté. Il y a ce qu'on appelle le parc forestier là-bas. Dans la concession. Dans la concession. Les arbres bien identifiés. Et laquelle superficie cette concession? La superficie, c'est des concessions contiguës, avec une superficie de 212 hectares, si je ne me trompe pas. C'est une grande concession. Vous trouvez les étangs avec les tilapia nilotica, les tilapia macrochira. Vous trouverez les arbres là-bas, par exemple les mangifera indica, en français que nous appelons les manguiers. Mais quelles sont les démarches qui ont été menées par le propriétaire de cette concession-là? Et quelles sont également les démarches que mène votre structure, Reporters volontaires de paix dans le bassin du Congo? La première démarche que M. Ndangi Innocent a menée, c'est d'abord lorsque il a fait son rapport à la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi? C'est la direction générale, la direction internationale de l'ASBEL Message de Graal en Autriche, nous sommes en Europe. Cette direction a notifié Palankoy en lui disant, écoutez, M. Ndangi, c'est le numéro 1 du Message de Graal au Congo démocratique. Vous lui devez l'obéissance. Si vous n'obéissez pas, eh bien, votre place n'est pas au Message de Graal. Ceux-ci n'ont pas obéi, ils étaient excommuniés et radiés par la direction générale. Cette direction générale a écrit officiellement à notre chef de l'État. Elle fait savoir que le monsieur qui a plein de pouvoir à Kinshasa pour les messages de guerre, c'est M. Innocent Ndangi et non Palankoy. Palankoy et sa suite, ils sont excommuniés. Ils ne peuvent plus mandater, ils ne peuvent plus parler au nom du message de Graal. Mais toutes ces démarches sont restées vaines. Toutes ces démarches sont restées vaines parce que le chef de l'État a instruit le ministre de la Justice. Celui-ci, à son tour, a écrit au procureur général de la République. Et le procureur général de la République a aussi instruit le procureur près les tribunaux de grande instance de la Gombe, mais c'est resté lettre morte. Voire même, je m'excuse, le Sénat est intervenu. Il y a eu un sénateur qui a interpellé le ministre de la Justice avec une question écrite. Et le ministre de la Justice a bien répondu que Zamba Ndangi appartenait à M. Innocent Ndangi Pia, qui est le représentant et le président et représentant légal du message de Graal. C'est ainsi que la deuxième démarche, nous, en tant que journalistes d'investigation, ça je l'ai dit à l'opinion nationale et internationale, nous prenons tout notre temps devant un dossier. Nous sommes arrivés à une phase où nous publions les premières investigations, c'est parce que nous avons pris notre temps qu'il faut. Nous consultons même les témoins, nous consultons les différents documents, nous analysons et nous arrivons à donner même nos suggestions. Et si ce n'est pas accepté, c'est à ce moment-là nous aidons. Nous aidons l'État congolais, c'est-à-dire nous aidons le ministère de la Justice à faire savoir que non, réellement vous avez raison, Zamba Ndangi appartient qui à M. Innocent Ndangi Pia. Mais est-ce que vous avez, vous, Reporters volontaires de paix dans le bassin du Congo, contact avec le propriétaire de cette concession-là? Vous savez que nous ne divagons pas. Nous, Reporters volontaires de paix, lorsque nous nous mettons debout pour un dossier, c'est-à-dire que les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, nous avons pris tout notre temps à étudier le dossier. Les pour et les contre de M. Innocent, Ndangi Pia. Les pour et les contre de M. Médard Palankoy. Après avoir consulté, il y a une délibération entre nous, les journalistes d'investigation. En cette délibération, nous avons vu que réellement, Zamba Ndangi appartenait à M. Innocent Ndangi Pia. Ok, le cordon, dites-moi, notre magazine Objectif Vert se préoccupe plus de l'aspect environnemental de la question. Dites-nous en quoi est-ce que cette spoliation nuit à l'environnement du bassin du Congo? Mais oui, madame, le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon qui doit sauver le monde après l'Amazonie au Brésil. Oui. Et le bassin du Congo comporte 6 pays. Parmi les 6 pays, la nation mère, ou soit la mère même, c'est la RDC. Les sites symphonie naturelle ou Zamba Ndangi se trouvent dans les bassins du Congo.
Ça se trouve en RDC, ça se trouve dans les bassins du Congo. Et aussi plus, ces sites-ci, c'est le meilleur site de la ville-province de Kinshasa en matière de réchauffement climatique. Parce que les arbres qui se trouvent là-bas, les arbres produisent l'oxygène par les mécanismes de la photosynthèse. Et constitue un puits carbone. Voilà. Et puis la photosynthèse, l'oxygène là, aide nous les êtres humains à bien respirer. Et lorsqu'il y a spoliation, c'est-à-dire que nous sommes déjà étouffés. Raison pour laquelle nous souffrons avec la chaleur, nous souffrons avec le réchauffement climatique, nous souffrons avec les méfaits même du climat. Et là nous disons non. Dites-nous, nous sommes à la fin. Il s'est tenu dernièrement à Brazzaville le premier sommet sur, de la commission de pays du bassin du Congo. Oui. C'était soldé par la signature d'un protocole de Brazzaville. Malheureusement, la RDC n'a pas signé, n'a pas ratifié ces protocoles de Brazzaville. Vous, en tant qu'activiste dans le bassin du Congo, quel est votre avis sur la question? Quelle est votre lecture des faits? Notre lecture des faits est que c'est vrai que la RDC, notre chère patrie, a été invitée au sommet. Mais la RDC n'a pas ratifié. C'est une question qui milite beaucoup plus de réflexion. Premièrement, nous sommes pays du bassin du Congo. Nous sommes invités à Brazzaville. Et nous avons répondu à cette invitation par le truchement du ministère des Transports. Et à Brazzaville, nous n'avons pas ratifié. Il faut qu'on se pose la question. Lorsque nous sommes partis à Brazzaville, quel a été notre apport, notre cahier de charge en tant que République démocratique du Congo? Contenait quoi? Avant qu'on dise oui, nous pouvons ratifier ou non, nous ne pouvons pas ratifier. En somme, je voulais dire ceci. Les assises sont bonnes. Il faut une politique pour voir ce qui se passe dans les bassins du Congo en tant que deuxième poumon. Mais il faut que la République démocratique du Congo aussi puisse se prendre à temps opportun, puisse examiner de très près cette question, pour que demain ou le lendemain, qu'il n'y ait pas maintenant les contradictions pour quoi nous avions assisté. Je dis que nous prenons les choses un peu en retard. Vous voyez, nous prenons les choses un peu en retard. C'est comme ça que Brazzaville nous a déjà précédés. Brazzaville nous a précédés et nous ne pouvions pas subir, et raison pour laquelle nous n'avions pas ratifié. Mais au moins nous devons nous arranger pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre, parce que le bassin du Congo c'est nous et c'est Brazza aussi. Merci. C'était M. Adelin Bangou, coordonnateur de Reporters volontaires de paix dans le bassin du Congo. Merci. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement étaient réunis le 29 avril dernier à Brazzaville. C'était pour interpeller les partenaires bilatéraux et multilatéraux sur le financement du Fonds bleu pour le pays du bassin du Congo. C'était justement à l'occasion du premier sommet des chefs d'État et des gouvernements de la commission climat du bassin du Congo, qui s'était soldée par la signature du protocole de Brazzaville. Suivez les détails dans ce reportage de Sandrine Fundi. Le monde n'a jamais été vulnérable qu'il est face au changement climatique, a déclaré le président Denis Sassou Nguesso à l'occasion de l'ouverture du premier sommet de la Commission du bassin du Congo qui avait réuni une dizaine de chefs d'État et de gouvernement le 29 avril dernier à Kintele en République du Congo. Ces sommets avaient pour mission principale de faire le bilan des activités de la Commission climat du bassin du Congo, mais aussi et surtout pour interpeller les partenaires bilatéraux et multilatéraux sur les fonds bleus. La vision de cette institution a commencé à la COP22 de Marrakech en 2016, en passant par sa naissance à la COP23 des Bornes en 2017, jusqu'à son émergence sur la scène mondiale lors du premier sommet à Brazzaville du 29 avril dernier. Le Fonds bleu a pour objectif, entre autres, préserver les forêts du bassin du Congo et garantir le développement économique permettant à la population de la région d'améliorer sa qualité de vie. Cependant, la RDC, l'un des pays qui composent les bassins du Congo, n'a pas signé le protocole de Brazzaville qui rend opérationnel ces fonds bleus. Ces refus se justifient par le fait de la déclaration faite par le chef d'État ne prenant pas en compte le desiderata de la RDC. Les Nations Unies ont adopté en janvier 2016
les 17 objectifs du développement durable qui renferment 169 cibles et 244 indicateurs à atteindre d'ici 2030 afin de transformer le monde. Et c'est faisant suite à l'objectif 16 que le Centre du développement durable, une ONG congolaise, avait organisé un atelier de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'homme sur la sécurité digitale. Votre magazine Objectif Vert était de la partie. C'était dans l'optique de répondre aux objectifs du développement durable et précisément l'objectif 16 en sa cible 10 que le Centre congolais du droit du développement durable, CODED, qui a fait de la promotion des objectifs du développement durable son cheval de bataille, a récemment organisé, en partenariat avec ELAO du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits humains, des JURIC et du Centre Carter RDC, un atelier de formation avec pour but de renforcer les capacités des défenseurs des droits de l'homme qui utilisent les systèmes numériques comme outils nécessaires pour l'exécution de leurs tâches quotidiennes de promotion et de protection des droits de l'homme, car ces derniers sont parfois victimes de l'insécurité numérique ou digitale en tant qu'utilisateurs de moyens électroniques pour le monitoring et le reporting de leurs activités en faveur des populations et des communautés victimes. Maître Eric Kassongo, président du CODED, revient sur les liens qui existent entre le développement durable et la sécurité numérique. Aujourd'hui, la promotion du développement durable couvre 17 secteurs, avec les 17 ODD qui ont été adoptés par les Nations Unies. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'ODD 16, qui encourage toutes les initiatives qui peuvent renforcer les capacités des institutions par rapport à leur manière de préserver les droits et libertés des citoyens. Dans l'ODD 16, vous avez une cible qui est axée sur la protection des libertés fondamentales. Et lorsqu'on parle de la protection des données, on touche à une question des libertés fondamentales des personnes et des organisations et ainsi de suite. Donc il faudrait qu'il y ait non seulement une réglementation claire quant à la protection des libertés fondamentales, en ce compris les données personnelles des gens, mais aussi qu'il y ait une forme de sécurisation claire qui permette à ce que tous les utilisateurs de l'outil informatique puissent se sentir en sécurité. Et que lorsque, par exemple, ils se sentent violés dans leurs droits, par rapport à toute forme de piratage qui existe, tel qu'on a expliqué, vous avez compris que le sujet est très sensible, qu'ils aient des moyens justement pour pouvoir réclamer des réparations de toute forme, pour toute forme de préjudice qu'ils peuvent subir. Les activistes des droits de l'homme ont bénéficié de l'expertise de deux hommes. D'abord, Didier Malemba, expert en informatique, qui a parlé de comment protéger les données numériques, et du professeur Kodio Doukouma, expert en cybercriminalité, qui a à son tour fait une introduction sur la cybercriminalité. Ils ont également établi les liens entre le métier des défenseurs des droits humains et la sécurité numérique pour atteindre les objectifs du développement durable. Pour rappel, les ODD sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que les êtres humains vivent dans la paix et dans la prospérité. La sagesse de la Terre est une complicité totale entre l'homme et la nature. C'est sur cette phrase célèbre de Pierre Elias Jacques que se referme ce numéro d'Objectif Vert. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement. Au revoir.